Le face-à-face avec deux personnes en face de vous, André Berkoff, deux journalistes du Figaro, François-Xavier Bourmeau et Charles Sapin. Vous êtes journaliste d'investigation donc au Figaro et auteur de ce livre Macron-Le Pen, le tango des fossoyeurs aux éditions de l'Archipel. Bonjour. 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 Alors bonjour, j'ai pas y vous mettre la comparsita ou quoi que ce soit des grands Argentins. Mais alors ce tango des fossoyeurs, d'abord, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de le faire? Est-ce que ce sont les sondages? Je dis pourquoi? Parce qu'il y a il y a beaucoup d'informations très intéressantes dans ce livre, beaucoup de choses qu'on apprend, beaucoup de choses qu'on sait, mais effectivement un angle qui est très intéressant, que je recommande aux éditeurs de Sud Radio, dont je recommande le livre, c'est que vous avez en exergue de chaque chapitre, vous avez dit un résultat de sondage. Pourquoi? Vous avez raison, c'est vrai que les sondages, si vous voulez, ce qui nous a poussé à nous intéresser à ce sujet, c'est qu'on a vu un paradoxe. C'est-à-dire que 2 Français sur 3, enfin 70% des Français ne veulent pas d'une réédition du duel Macron-Le Pen, et pourtant tous les sondages, et vous l'avez souligné, tous les sondages depuis 2017, il n'y a aucune exception, donnent invariablement Macron et Le Pen en tête du premier tour. Jusqu'à hier encore. Enfin, il y a hier encore confirmation. Enfin, je veux dire, on est à 7 mois d'élection présidentielle et ça ne bouge pas. Et il y a de nouveaux arrivants dans les sondages, il y en a des sortants, ça ne bouge pas. Et si vous voulez, on a voulu essayer de comprendre un peu ce paradoxe. Et le résultat de notre enquête, on a vu que dès le lendemain de la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont fait un constat commun, c'est que pour se maintenir, je dirais même pour survivre à moyen terme, ils devaient faire disparaître ce clivage fatigué, mais quand même vieux de 2 siècles, droite-gauche, qui a dominé finalement l'échiquier politique pendant 200 ans. Il fallait le faire disparaître et le remplacer par un clivage qui leur était plus profitable. Et quand on regarde ces 4 dernières années, finalement le pari est réussi. Ils sont devenus les 2 pôles magnétiques de l'échiquier politique autour desquels toutes les autres forces tournent et sont finalement asphyxiées. Alors, justement, François-Xavier Bourmeau, quel est ce clivage plus profitable? Donc, ils ont voulu éliminer, ou en tout cas réduire le fameux clivage droite-gauche, qui date effectivement, qui commence vraiment à faire, je dirais pitié plus qu'envie, et pour remplacer par quel clivage? Alors c'est un clivage qui circule dans la société française à bas bruit depuis une trentaine d'années. On situe un peu le point de départ 89, la chute du mur de Berlin, qui donne le coup d'envoi du développement de l'Europe, où on voit un modèle qui se développe sans contrepoint. Pourtant, à échéance régulière, on voit que dans la société française, il y a plusieurs fois des doutes qui commencent à s'exprimer. Le premier, c'est le référendum sur Maastricht en 92, qui passe de justesse. Il y a des premiers doutes qui commencent à apparaître sur les bienfaits de cette ligne-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque déjà, il y a une première fissure qui apparaît au sein de la droite, puisqu'on a d'un côté Chirac qui défend le oui, et Séguin Pasqua. Et Séguin Pasqua qui partent de l'autre côté. Ce clivage-là qui traverse les familles politiques, la droite et la gauche, il va continuer à progresser. Il va se manifester une deuxième fois en 2005 avec le traité sur la Constitution européenne, où là, le PS explose et la droite essaye tant bien que mal de maintenir une unité. Et en fait, en 2017, qu'est-ce qui se passe? Il se révèle et il s'incarne dans Marine Le Pen d'un côté pour donc ce nouveau clivage qui représente les eurosceptiques, les conservateurs, et de l'autre côté Emmanuel Macron, les progressistes pro-européens. C'est ce clivage-là qui n'a pas encore vraiment de nom. La droite-gauche, c'est extrêmement simple à comprendre, on peut se positionner. Ce nouveau clivage n'a pas encore de nom. Il y a plusieurs oppositions qui apparaissent. Est-ce que on ne pourrait pas dire, peut-être pas complètement, que le nouveau clivage, c'est mondialiste souverainiste? Mais ça fait aussi partie de cet ensemble. Il y a classe populaire et élite. Enfin, il y a tout un tas de dénominations, de descriptions qui ne sont pas encore stabilisées parce qu'il est en construction. Métropole productive, etc. Voilà. D'accord. Alors, Charles Sapin, justement, comment nos 2 héros ou héroïnes, parce qu'il y a une héroïne et un héros, s'accrochent à leur arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, s'accrochent. Allez, on va être méchant à leur fonds de commerce, on va être gentil à leurs idéaux. Est-ce que ça marche toujours, à votre avis? Vous avez fait ce livre et on arrive, il sort à 7 mois des présidentielles. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait chacun? Je pose la question à vous deux. Qu'est-ce qu'ils ont fait chacun pour
vraiment cliver de ce point de vue-là et s'assurer une clientèle électorale solide. Alors je vais prendre un exemple parmi beaucoup d'autres qu'on peut trouver dans le livre, mais je vais prendre celui-là parce que je le trouve assez éloquent, vu les parallèles, le nombre de parallèles qu'on peut faire avec la situation actuelle. C'est ce qui s'est passé lors des européennes. Il faut s'en souvenir, 6-7 mois avant les européennes, on a une situation sur l'échiquier politique qui est quasiment identique à celle qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez une gauche éclatée façon puzzle, ou qui donne l'impression d'une compétition interne à la gauche. Bon, vous avez une droite qui est sondée entre 13 et 15%. On dit, voilà, c'est la renaissance de la droite. On a un candidat qui chatouille Marine Le Pen, qui est alors Nicolas Dupont-Aignan, qui est sondé entre 7 et 8%, comme aujourd'hui un Éric Zemmour. Et ce qu'il s'est passé, en fait, il faut s'en souvenir, c'est que Marine Le Pen organise avec Emmanuel Macron un affrontement par procuration, puisqu'ils ne sont aucun des deux n'est tête de liste. Ils choisissent donc Jordan Bardella, qui n'a pas beaucoup de notoriété, qui a pour mission de chauffer la salle. Nathalie Loiseau, pareil, peu de notoriété, et qui est là en fait pour chauffer la salle en attendant que Emmanuel Macron descende. Du point de vue chauffe, c'était réussi. Mais... Oui, voilà. Mais si vous voulez, plus on s'est approché du scrutin, plus l'un et l'autre ont essentialisé cette campagne électorale à leur affrontement. Vous avez autour de leur héros, enfin, autour de leur champion. Marine Le Pen, souvenez-vous de cette affiche de campagne, on raconte les coulisses de comment ils ont imaginé cette affiche de campagne, voter contre Macron. Fille du débat européen, fille des autres adversaires. Emmanuel Macron... Élection européenne, voter contre Macron. Emmanuel Macron fait pareil. Il descend, il prend la parole. Le seul adversaire qu'il nomme, c'est Marine Le Pen. Il dit « Votez pour moi, puisque je suis le rempart face à la lettre populiste ». Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, la lèpre populiste, c'est vrai que c'est pas mal. Oui. Et si vous voulez, en devenant... Après les Gaulois réfractaires, il est monté en puissance. Exactement. Voilà. Et si vous voulez, en devenant le négatif l'un de l'autre, en essentialisant toute campagne, quitte à faire fi du fond, à leur opposition, ils asphyxient les autres forces politiques qui ne trouvent plus l'oxygène pour faire valoir leurs idées, pour exister dans le débat médiatique, et on tombe avec un Dupont-Aignan qui tombe à 3, un François-Xavier Bellamy qui tombe à 8, et deux candidats qui dépassent les 20% et largement, puisqu'ils sont à 24 pour Marine Le Pen, enfin 24 pour le Rassemblement National et 23 pour La République En Marche, les deux seuls qui finalement gardent la tête au-dessus de l'eau et dominent tout l'espace politique, Marine Le Pen. Donc l'élection européenne a été effectivement un miroir assez réfléchissant et fidèle de la situation. Mais alors justement, est-ce que, et vous en parlez aussi dans votre livre, François-Xavier Bourmeau, est-ce que ça peut durer? Quand je dis est-ce que ça peut durer, je m'explique. Je veux dire, on a l'impression, c'est vrai, ce que vous dites dans votre analyse, vous le montrez, ils ont étouffé une partie du débat, mais en même temps, et vous en parlez au début, en même temps, les Français n'en veulent pas de ce duo. Enfin, en tout cas, il va peut-être s'imposer. On ne va pas faire le problème n'est pas là de faire des prédictions. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, est-ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes creusé, non pas leur propre tombe, ce serait présomptueux, mais ils ne se sont pas donné des verges pour peut-être un peu plus tard se faire fouetter, parce qu'il y a quand même un effet pervers de tout cela. Mais en fait, on voit bien que la rentrée politique dans tous les partis à droite comme à gauche, elle est marquée par une seule chose, c'est la recherche d'un visage alternatif à Emmanuel Macron. Là, pour l'instant, on est dans la période de casting. On cherche. Est-ce que c'est un tel qui est le plus susceptible d'aller perturber le duel? Est-ce que c'est plutôt un tel autre? Et on voit bien que l'enjeu de la rentrée, c'est de trouver quelqu'un qui pourra perturber ce match annoncé depuis 4 ans. Pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il y a un enjeu qui est primordial dans cette rentrée, c'est d'entretenir les divisions dans les deux camps. La gauche, il n'y a pas besoin d'y aller, ils le font tout seuls. En revanche, la droite, c'est un peu plus compliqué, il faut redonner un coup de piolet de temps en temps pour vous en parlez de la gauche avec les écologistes et compagnie quand même. Vous les avez suivis, je pense. Alors les écologistes pour les municipales, oui, où il y a eu une petite poussée, une illusion d'optique, en tout cas sur une percée verte. Et en tout cas, la certitude installée que s'il y a un thème qui s'installe au-delà de cette question du clivage et qui va peut-être perturber cette opposition qu'on décrivait tout à l'heure, c'est celui de l'environnement, qui pour l'instant, aucun des deux n'a vraiment réussi à attraper. Mais oui, mais les écologistes non plus, enfin les écologistes politiques, brevetés non plus, pas vraiment. Si on voit leur score. Si on s'en tient à ce que savent faire les écologistes, pas mal, oui. Non, ils ont fait une petite percée, mais je vous dis sans doute une illusion d'optique avec des alliances à gauche, enfin des choses qu'on n'a pas bien décryptées encore. En général, les écologistes, pour choisir leur candidat, sont souvent vers le candidat qui fait le moins
susceptible de faire le moins fort score. Oui. Alors justement, est-ce qu'on peut parler d'alliance objective, comme on disait dans le langage marxiste des années 50, 60 et après, vous le dites, entre Macron et Le Pen, entre Emmanuel et Marine? Je veux dire par là, non pas qu'ils se concertent, non pas jusque-là, mais est-ce que en fait, leur intérêt, est-ce qu'à tous les deux, ou à l'un d'entre eux, est de se marquer à la veste, de se marquer à la culotte? Tout à fait. Et c'est à mon sens la démonstration qu'on fait dans le livre, si vous voulez. C'est que vous avez raison de le souligner. On ne parle pas d'accords secrets qui auraient été passés dans une salle secrète de l'Élysée, dans la pénombre. C'est à la fois beaucoup plus simple, beaucoup moins dangereux pour eux et beaucoup plus efficace. C'est-à-dire, ils ont fait ce constat d'un intérêt commun qui est finalement assez simple. C'est que la meilleure chance de réélection d'Emmanuel Macron est de se retrouver au second tour face à Marine Le Pen. La meilleure chance de faire un score important, voire si un événement énorme arrive et si elle perce dans des catégories sociales supérieures, d'être élue, la meilleure chance de Marine Le Pen, c'est d'être face à Emmanuel Macron. Et si vous voulez, ce pas de deux prouve cette entente objective. Mais alors justement, il y a quand même quelque chose. On voit très très bien la ligne de Emmanuel Macron qui est cohérente. On n'aime pas, il n'y a pas de jugement là-dessus. Elle est cohérente. Mais Marine Le Pen, de ce point de vue-là, si on prend les lignes rouges de votre livre, quand même, au lieu de cliver justement vers son électorat, pas seulement la France périphérique, pas seulement, mais elle est plus, on voit tous les sondages, et vous en parlez effectivement dans vos exergues, montrent que la population, moins de 2500 € est à majorité Marine par rapport aux autres, enfin la France populaire et autres. Mais enfin, elle est devenue très timide sur l'Europe, elle a adopté un certain nombre de choses presque de la France insoumise, ça on peut comprendre par rapport à son électorat, mais elle est devenue, enfin on a l'impression qu'à force de se dédiaboliser, est-ce qu'elle ne s'est pas un peu aseptisée? Alors, et bonifiée, peut-être pas dans le meilleur sens. Oui, elle a essayé de se recentrer parce qu'elle a très bien compris que si elle voulait être élue présidente de la République, il y a un moment, il y a sur certains sujets, l'Europe, l'euro par exemple, elle ne pouvait pas cliver à ce point-là. Donc elle s'est recentrée. La nature politique a horreur du vide, elle ouvre un espace, quelqu'un s'y engouffre. Jusqu'après, c'est Éric Zemmour en l'occurrence qui arrive sur une ligne, on ne sait pas s'il sera candidat ou pas, mais qui est en tout cas nettement plus à droite que Marine Le Pen. Mais ce faisant, Marine Le Pen a viré Marion Maréchal par la porte et Éric Zemmour est entré par la fenêtre. Parce que cette question de la ligne politique du Rassemblement national qui était portée par Marion Maréchal, elle plaidait pour l'union des droites. C'est ça, absolument. Voilà. Marine Le Pen, elle, était sur l'opposition à l'UMP et surtout pas accueillir des anciens de la droite. Et ben, ce débat qui se déroulait jusqu'à présent en interne, même au niveau de la famille, au sein de la famille Le Pen, et ben, il se déroule au vu et au su de tous avec un débat qui est sur la place publique entre Marine, qui n'a pas encore lieu, mais entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Donc, elle a fait un pas vers c'est un peu recentré, mais elle a ouvert un espace dans lequel quelqu'un s'est engouffré et le débat va peut-être pouvoir se dérouler. Eh bien, écoutez, c'est passionnant. On va en discuter avec vous, auditeurs de Sud Radio. Tout de suite après les informations, on se retrouve et avec François-Xavier Bourmeau et Charles Sapin. Et nos invités nous font le plaisir de rester avec nous jusqu'à 14h, donc vous pouvez évidemment poser vos questions au 0826 300 300. Macron, Le Pen, est-ce que ça continuera ou est-ce que ça changera? Vous nous appelez. Et je vous rappelle qu'on poursuit cet entretien avec deux journalistes du Figaro, François-Xavier Bourmeau et Charles Sapin. Vous êtes journaliste d'investigation et auteur de ce livre Macron-Le Pen, le tango des fossoyeurs aux éditions de l'Archipel. Et puis nous aurons nos auditeurs dans quelques minutes au 0826 300 300. Alors justement, parlons-en de cette ligne rouge. On a parlé hors antenne avec François-Xavier Bourmeau et Charles Sapin. Cette ligne rouge, parce que encore une fois, en dehors qu'on le soit de gauche ou de droite, ou d'extrême, enfin, encore que les extrêmes sont des deux côtés, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui fait que... je rappelle quand même que Marine Le Pen, après son débat catastrophique, elle l'a reconnu elle-même, de 2017, a eu 11 millions d'électeurs au second tour, comme elle est. Bon. Qu'est-ce qui fait que...
Qu'est-ce qui fait que cette ligne rouge, effectivement, vous en parliez, Franck-Xavier Bourmeau, Mitterrand d'un côté, Chirac de l'autre, enfin, pardon, de Chirac plutôt. Je rappelle que la ligne rouge était aussi avec les communistes du côté de la gauche, en tout cas, elle existait, peut-être pas de la même façon. Et Mitterrand, pendant 10 ans où il répétait, rappelez-vous, quiconque ferait avec le capitalisme ne peut pas mériter le nom de socialiste, il a fait le programme commun. Qu'est-ce qui fait, vous, qui êtes observateur aigu de cette classe politique, qu'est-ce qui fait que cette ligne rouge qui a été levée depuis longtemps à gauche et qui a permis à Mitterrand de gagner, qu'est-ce qui fait qu'à droite, elle est toujours le mur, c'est toujours non pas le mur de Berlin, mais la muraille de Chine? Oui, sur le fait que les Républicains ne s'allieront jamais avec le Rassemblement National. Ces lignes rouges, elles ont été tracées par deux personnalités importantes, François Mitterrand puis Jacques Chirac, avant de quitter l'Élysée, même avant de... Oui, François Mitterrand, avant de quitter l'Élysée, dans un discours européen où il explique que le nationalisme, c'est la guerre. Premier jalon. Jacques Chirac, avant de quitter l'Élysée, fait un discours dans lequel il explique qu'il ne se représentera pas, et puis, comme testament politique, dit ne composez jamais avec l'extrême droite. Ces deux mises en garde ont une valeur extrêmement puissante, puisqu'elle fonctionne encore aujourd'hui, et que la digue entre les Républicains, le parti de droite traditionnel, et le Front National puis Rassemblement National n'a jamais été franchi, ou alors dans des occasions extrêmement rares. En mémoire, c'était des élections régionales à la fin des années 90 par des personnes qui ont été immédiatement exclues. Que ce sont les exceptions, enfin, qu'il y a des exceptions. Voilà, cette ligne rouge fonctionne encore. On voit quand Jacques Chirac est décédé, Marine Le Pen a voulu venir assister aux obsèques et on lui a opposé un refus ferme et catégorique parce que la droite traditionnelle ne fraye pas avec le Front National, le Rassemblement National. Et alors, Charles Sapin, ça continue, ça va perdurer, quels que soient encore une fois les avis qu'on a sur la question. Est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné des tentatives ou de gens qui disent, oui mais attendez, parlons même pas de Marine Le Pen, mais parlons des électeurs, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on attend, est-ce qu'on pourra un jour reprendre le pouvoir si on ne parle pas, et on ne parle pas de façon précise à ces électeurs-là? Mais totalement, enfin, c'est un débat qui est continu et qu'on entend à droite, même au sein du Rassemblement National, beaucoup. Il y a eu quelques débauchages quand même individuels, hein. Je pense à Jérôme Rivière, je pense là plus récemment à Thierry Mariani, à Jean-Paul Garot, mais c'est toujours des individualités, ce ne sont jamais des groupes, c'est jamais quelque chose de vraiment très très saillant. Pourquoi? Parce qu'il y a cette malédiction, François-Xavier vient très bien de l'expliquer. D'ailleurs, Nicolas Dupont-Aignan est le seul, finalement, à avoir passé ce pas, à avoir dit très bien, entre les deux tours, je vote Marine Le Pen. Ça a failli lui coûter sa circonscription législative en Essonne. Il a dû rétro-pédaler, souvenez-en. Et il a dit, il allait, moi je m'en souviens, sa circonscription pour faire campagne dans les législatives, il dit non mais c'est faux, la presse dit n'importe quoi. Je n'ai jamais donné de blanc-seing à Marine Le Pen. Il était obligé de rétro-pédaler pour sauver son siège de député. Maintenant, on voit que les choses bougent. Là, lors des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça a beaucoup tangué. Parce que il y avait... Ça a tangué, mais l'alliance s'est faite contre le Rassemblement National et Thierry Mariani. Quoi. Exactement. Ouais. Mais si vous voulez, il y a eu, face au coup de boutoir, notamment d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen d'un côté, qui a voulu en fait grignoter la droite chacun de leur côté. On a eu un moment où le candidat LR, Renaud Muselier, soutenu par la Macronie, et de l'autre, Thierry Mariani, ancien membre Les Républicains, qui était un ami d'enfance de Renaud Muselier, était en face, tête de liste Rassemblement National, et qui lui aussi essayait de récupérer des électeurs de droite, d'une droite plus souverainiste, plus identitaire. Et si vous voulez, en effet, ça n'a pas marché, parce qu'il y a une chose qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'avaient pas vu, n'avaient pas anticipé, et c'est peut-être l'écueil de cette opposition, de ce clivage qu'on raconte dans ce livre, c'est l'abstention. Bah oui, il faut s'en rappeler, 70% des Français ne veulent pas de la réédition de ce duel. Quand on voit des sondages qui continuent de les placer en tête, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça nourrit un petit peu l'abstention. Et quand les gens ne vont pas voter, parce que finalement l'affiche ne les allège pas, ils ne se sentent pas, ils n'entendent pas d'autres offres politiques parce qu'elles sont asphyxiées. Ce débat Macron-Le Pen ne les pousse pas aux urnes, et résultat, on se retrouve avec des abstentions historiques.
et qui fausse tous les calculs. Et quand il y a de l'abstention, c'est par exemple le Rassemblement national qui en paye les frais. On l'a vu, parce que sociologiquement, ce sont les jeunes et les catégories précaires qui vont le moins voter. Donc quand vous avez de l'abstention, c'est ces gens-là qui ne vont pas voter, c'est ces gens-là qui sont en majorité pour le Rassemblement national. Donc c'est ce qui fait que, si vous voulez, au régional, ça n'a pas marché. Mais on voit qu'il y a cette tentation-là d'union des droites qui est toujours contrariée par une malédiction qui dure depuis 30 ans. La malédiction dont vous avez parlé, c'est vraiment un roman à l'Alexandre Dumas, là. Mais il y a quelque chose, quand même, vous avez aussi souligné. Est-ce que tout ça ne peut pas amener à ce qu'au fond, ce tango des fossoyeurs, parce que vous avez parlé de fossoyeurs, pourquoi d'ailleurs? Je vais vous poser la question, pourquoi fossoyeurs? Je suis assez d'accord avec vous, mais pourquoi pour vous fossoyeurs? Parce qu'ils veulent enterrer un monde ancien. Un monde politique qui était structuré sur un clivage droite-gauche, et pour eux, l'élection présidentielle de 2022, c'est la deuxième étape. Ça a démarré en 2017, la révélation de ce nouveau clivage, et ça doit s'achever dans leur esprit en 2022 avec la confirmation de ce clivage. Donc on voit bien que depuis le début du quinquennat, ils essayent d'entretenir Emmanuel Macron essaie d'entretenir les divisions à gauche et à droite, parce que c'est pour eux, ces deux bords de l'échiquier politique ancien doivent exploser et disparaître pour se recomposer. Mais est-ce que justement ils ne voient pas l'autre réalité dont ils peuvent être les fossoyeurs? Et on sait que ça risque de se passer ailleurs, notamment dans la rue. C'est-à-dire qu'en se condamnant à ce couple infernal ou pas, selon les opinions, est-ce que de plus en plus de gens, vous parlez des abstentionnistes, et on a vu le saut incroyable, exponentiel des abstentionnistes depuis toutes les dernières élections, est-ce que les gens vont pas se dire à un moment donné, mais écoutez, il faut faire quelque chose parce que c'est pas possible d'être enfermé, d'ailleurs on le voit pour les autres, dans cette espèce de couple, ou alors sans alternative, sans rien, il n'y a plus rien. Donc est-ce que c'est pas aussi fossoyeur d'une certaine démocratie? Alors, oui, non, ça c'est sans doute quelque chose qu'on peut faire remonter un petit peu plus avant. Quand Nicolas Sarkozy explique dans ce pays, quand il y a une grève, plus personne ne s'en rend compte. Vous vous souvenez de cette déclaration qui avait fait beaucoup de bruit, notamment chez les syndicats. Le rôle des syndicats, c'est d'offrir une soupape de sécurité. Vous manifestez dans la rue, le gouvernement avance de 3 mètres, vous reculez de 2 mètres, bon, vous avez quand même pris 1 mètre. Or, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, Nicolas Sarkozy, ces manifestations ne débouchent plus sur grand-chose, en fait. Les gens défilent, il y a peu de concessions, et il n'y a pas cet oxygène démocratique qui était traditionnellement apporté par la rue. Avec les gilets jaunes et les manifestations anti-pass sanitaires, c'est un petit peu dans la même logique. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans des mouvements populaires qui n'ont pas de débouché politique, qui n'arrivent pas à s'agréger autour d'un leader, d'une personne qui va transformer la colère en revendication et obtenir, en portant cette colère, des concessions du gouvernement. Donc les mouvements populaires se heurtent à un mur, et se heurtant à un mur, continuent à protester, à défiler et à se radicaliser. Même à monter, quand même, à se radicaliser, comme vous dites. Voilà. Absolument, même si c'est une méritorité, elle est de plus en plus importante, quoi. Alors, Charles Sapin, vous vouliez... Non, mais c'est très juste. Et finalement, ce tango a pu nourrir aussi des expressions dans la rue de personnes qui ne se sentaient pas représentées. On a eu des grandes mobilisations toutes ces 4 dernières années. Moi, je pense aux Gilets jaunes, je pense maintenant aux mobilisations anti-pass. Ce sont des gens qui ne se reconnaissent pas forcément représentés dans l'échiquier politique. Y compris, il y a des vaccinés, et beaucoup de vaccinés dans ces manifestations anti-pass. Et si vous voulez, ce qui est nous, on le voit vraiment à la loupe, élection après élection, on voit une abstention qui grimpe, et on voit par exemple, c'est un vrai danger, c'est d'ailleurs identifié dans l'entourage de Marine Le Pen comme d'Emmanuel Macron, c'est que, si vous voulez, sont des gens qui jusqu'à présent pouvaient avoir un vote de rupture, un vote RN, et qui aujourd'hui ont basculé dans la rupture au système électoral, donc qui nourrissent l'abstention. Et c'est toujours dangereux dans une démocratie où les gens refusent de prendre part au système démocratique. Absolument. Donc il y a aussi fossoyeurs de ce côté, faire très attention. On se retrouve tout de suite après ceci, et avec vous, auditeurs de Sud Radio. Et ça fait une parfaite transition, puisque on vous pose cette question: est-ce que vous vous sentez représenté dans l'échiquier politique? Est-ce que le duo Le Pen-Macron n'est pas de trop? Vous nous appelez au 0826 300. À tout de suite. Et les auditeurs posent leurs questions à François-Xavier Bourmeau et Charles Sapin, auteur de Macron-Le Pen, le tango des fossoyeurs, au 0826 300 300. Et nous sommes avec Renaud qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonjour Renaud. Oui, bonjour Renaud.
Oui, bonjour André, bonjour à toute l'équipe et bonjour aux deux journalistes éminents du journal Le Figaro. Écoutez, oui, le bouquin est tout à fait intéressant. J'ai beaucoup aimé l'idée de tango et l'idée de fossoyeur. Ouais. Ce qui sous-entend qu'on est peut-être finalement sur une petite équipe, c'est-à-dire que Marine Le Pen et Emmanuel Macron ne seraient-ils pas les Bonnie et Clyde des années 2010-2020? En fait, de faux ennemis. Donc voilà. De faux ennemis, pourquoi? Parce que finalement, Marine Le Pen est l'allié utile de M. Macron. Il est évident qu'en 2022, si le second tour venait à être le même que celui de 2017, il est évident qu'Emmanuel Macron serait élu. Donc l'avantage pour lui, en tout cas l'intérêt, c'est que Marine Le Pen soit le plus haut possible dans les sondages. Pour en venir au sondage, j'ai le souvenir d'un texte magnifique que j'avais lu sur le blog d'un monsieur qui s'appelle Maxime Tandonnet, qui fait parfois des très bonnes papiers, des très bonnes tribunes dans le Figaro de temps en temps. Alors pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, Maxime Tandonnet est un haut fonctionnaire, un très éminent professeur d'histoire, dont je me souviens d'une biographie qu'il avait faite sur André Tardieu, qui est absolument magnifique. Exact. Et il publie un blog. Et alors? Et il y a eu une année à peu près de ça, sur son blog, j'avais lu un texte magnifique où il échangeait une expérience, à savoir que lors d'une soirée, il avait rencontré une dame très influente des médias. Bon, on a compris que c'était une grosse chaîne de télévision, je ne sais pas laquelle, et la personne, bien entendu, on n'a pas cité son nom. Et lors de cette conversation en off, cette dame disait à Maxime Tandonnet, écoutez, tout est mis en route pour que Emmanuel Macron soit réélu en 2022. Et mais comment ça? Tout le système médiatique est mis en route pour ça. C'est-à-dire que les sondages sont bidonnés. Il faut trouver des angles et des points de vue toujours très positifs vis-à-vis du gouvernement et du président. Tout ce qui peut gêner, on met de côté. Alors bon, donc Maxime Tandonnet est un peu surpris, mais écoutez, c'est comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord, mais en tout cas, c'est comme ça. Et ce qui est intéressant dans les sondages dont parlaient nos deux journalistes de Figaro, c'est qu'on voit toujours Emmanuel Macron à plus de 20%. Et Marine Le Pen à plus de 20%. Donc alors, je ne sais pas si les sondages sont bidonnés, mais en tout cas, à mon avis, ce qui est intéressant, c'est que, à mon avis, au vu des chiffres aussi élevés, on sait, par définition, pour qui tourne, pour qui roule, pardon, la machine. Les élites médiatiques, les élites économiques, les grands argentiers de ce pays. Pour le moment, ils ont choisi Emmanuel Macron, c'est clair, puisque quand nos deux journalistes nous donnent ces sondages-là, ça prouve bien en termes de photographie que Emmanuel Macron est le candidat choisi des élites télévisuelles, radiophoniques, médiatiques, etc., etc. Pour le moment, je rappelle qu'en 2017, Emmanuel Macron avait eu droit à plus de 801 d'hebdomadaires, l'Express, je me souviens d'une de l'Express, il marche sur l'eau, etc. Enfin, c'était Dieu sur terre. Donc là, pour le moment, ce qui est intéressant, c'est que le système médiatique a choisi Emmanuel Macron. C'est juste, pour le moment, c'est tout ce que l'on sait. Alors, Renaud, vous posez une question, vous posez beaucoup de questions, enfin, vous soulevez beaucoup de questions, mais moi, je voudrais poser une question justement à François-Xavier Bourmont et Charles Sapin. On se la pose toujours, mais quand même, on peut se poser des questions. Les sondages, est-ce que vraiment c'est fiable, pas fiable, etc. C'est l'éternelle question, hein, c'est pas nouveau. Enfin, on peut quand même se poser des questions par rapport à un certain nombre de choses. Et ne parlons pas des élections américaines, ne parlons pas d'un certain nombre de sondages, mais qu'est-ce que vous en pensez? À ce moment-là, évacuons la question des sondages et regardons le sondage grandeur nature, c'est-à-dire le vote. Dernier vote à enjeu national, les élections européennes. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, 24-24, à touche-touche. Et tous les autres partis derrière. Et on voit que ce résultat d'un vote national colle à tout ce que disaient à peu près les sondages sur la réédition du duel, je précise bien, sur ce clivage entre les deux, hein, parce que les sondages ne donnaient pas ce résultat avant, mais en tout cas ça correspond à ce qui est testé avec une question nationale. Ça a été la réalité du vote tel qu'elle voilà, donc on retrouve dans les résultats d'un vote national ce qu'on lit dans les sondages, donc ça a l'air de coller. Deuxième chose sur Emmanuel Macron, candidat médiatique. Là, alors juste une précision, parce que je sais, on a fait des unes au Figaro Magazine sur Emmanuel Macron à l'époque. C'est simple.
vous pouvez essayer de faire une fois ce genre de une. Si ça prend pas dans l'opinion, vous vendez pas votre journal la deuxième fois que vous le faites. Si on le fait une deuxième fois, puis une troisième fois, c'est qu'il y a quelque chose qui répond en face. C'est-à-dire que le lecteur demande à ce qu'on fasse ce genre de une. Donc le candidat médiatique pour être au sein du système médiatique au premier rang. Il est président de la République aussi. C'est-à-dire il y a aussi ça aussi. Parce que oui, alors après il y a la priorité médiatique d'un président de la République, qu'il soit Macron ou autre. La parole du président de la République écrase tout. On voit bien que la rentrée s'est faite sur le thème desserrer la tenaille Macron-Le Pen dans les différentes universités d'été ou les rentrées des partis. Et puis 3 jours à Marseille et on parle plus que de Macron. C'est vrai, mais enfin, il y a quand même un autre problème, et je répondrai, qui est posé quand même, et que pose Renaud à sa manière. C'est que quand même, est-ce qu'il n'y a pas, et on est tous ici journalistes, est-ce qu'il n'y a pas un problème de saturation? Je veux dire par là qu'effectivement, les chaînes en continu, les journaux, les radios, etc., évidemment, ça devient, c'est-à-dire que on privilégie absolument la parole du politique, et comment je veux dire, moi je suis très frappé à la chaîne au continu. Bon, Macron est à Marseille, il est là, 3 heures de Macron, le lendemain 3 heures de Macron, le lendemain 3 heures de Macron. Moi, la seule chose que je pose, c'est pas une question de jugement de valeur. Qu'est-ce que ça donne sur l'électeur, l'abstentionniste, le citoyen français? Comment il vit ça? Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse, il y a plusieurs réponses, mais on voit très très bien. Vous avez vu le sondage très intéressant sur le populisme de la Fondapol. Enfin, le sondage, l'étude, ils ont fait sur 3. Et au-delà du populisme, est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, je vous pose la question, un problème de saturation en disant, mais allez, on parle de ces gens, on parle de quoi, mais ils nous parlent de quoi? Il y a quand même ça. Moi, je le ressens avec les auditeurs de Sud Radio tous les jours. Il y a un problème peut-être de saturation, parce qu'il y a une stratégie de saturation. Quand Emmanuel Macron part 3 jours à Marseille, c'est pour s'exposer, pour se montrer, pour occuper le terrain. Donc et quand le président de la République parle, vous le suivez. Après, sur l'exposition à ce déplacement, ou à n'importe quelle parole d'Emmanuel Macron, téléspectateur peut aussi zapper. C'est clair, heureusement. Et nous avons d'autres auditeurs, évidemment, avec toujours sur ce duel Macron-Le Pen, Jean-Noël qui nous appelle de Villeneuve-Loubet. Bonjour Jean-Noël. Oui, bonjour Jean-Noël. Bonjour à vos invités, bonjour à vous André et à tous nos auditeurs. J'écoute avec attention tous ces propos et ils sont fort justes et fort avisés. Moi, ma petite expérience que je vois en tant que citoyen qui va voter en 2022, les médias, ils devraient dire au préalable, quand ils arrivent sur un plateau, pour qui ils sont, dire vraiment ce qu'ils ont, quelle tendance ils ont. Ça a été le cas, en tout cas, pour nos invités. Hein. Il y a pas... Je parle en règle générale, vous parlez. En règle générale. Oui. Il y a une chaîne qui commence par B, qui finit par M. Ils sont plus qu'engagés. Et maintenant, ils ont été débauchés, quelques journalistes de cette chaîne-là, pour les mettre sur une chaîne qui commence par L et qui finit par I, et qui va devenir pareil. Et la courbe va s'inverser, parce que moi, personnellement, je les zappe un maximum, parce que à un moment donné, à force de dire des mensonges, et c'est vrai qu'il y a un adage qui se dit, un mensonge, tu le dis 100 fois, ça reste un mensonge, tu le dis 1000 fois, ça devient une vérité. Et nous, en France, dans ce pays que nous avons une classe politique depuis à peu près 50 ans, qui est en train de nous couler ce pays, qui a coulé ce pays par la faute de renoncement, de pas de courage, de rien du tout, et qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va laisser à nos générations futures, nos enfants, mes enfants et les petits-enfants, et ce qui va suivre derrière? Moi, je suis assez inquiet de voir mon pays, en 50 ans, on l'a tué. Et aujourd'hui, alors on va se mettre sur Macron et Le Pen, et c'est vrai que c'est orchestré d'une façon, d'une main de maître, parce que le pouvoir médiatique, le pouvoir financier ont pris leurs candidats, à moins que Attali sorte encore la petite Audrey, qui a un nom russophone, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais enfin bref, à moins qu'ils sortent ça, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Et aujourd'hui, la messe est pratiquement dite, parce qu'à partir du moment où il y aura 2 candidats à droite, ou soit Xavier Bertrand, ou ce soit Madame Pécresse, oui, ou Monsieur Zemmour, que j'apprécie,
qui dit des choses fort intéressantes, ça va se faire baisser et Macron sera réélu un second tour, peut-être pas un 36, 64, 65, mais ce sera peut-être un 48, 52, un truc comme ça. Mais nos médias français, mais je vais parler de la France parce que je suis français, aujourd'hui sont complètement inféodés et sont parti pris, quoi qu'il arrive, et vous avez tout à fait raison. Quand on fait 3 heures de Macron sur Marseille, et quand on connaît Marseille, je connais un peu Marseille, et la réalité de la ville, on se met la main aux cheveux par rapport aux Marseillais qui quittent Marseille et ils vont vivre dans d'autres régions méditerranéennes, dans une petite île où il fait bon vivre et on est en une certaine quiétude. Et c'est là que les médias et le Figaro, il en reste un petit peu qui a une autre tendance. Et il faut y aller comme une autre chaîne de télévision qui donne une autre vision de notre politique. Mais nos sondages bidonnés aussi à 300%. J'avais interpellé une fois Jérôme Jaffray. Oui. À ce sujet, je lui dis mais ça suffit, il faut inviter d'autres personnes, faites venir d'autres personnes sur les plateaux, des Français qui travaillent, qui ont des sociétés, qui ramènent de la valeur ajoutée pour ce pays. Enfin bref. Non, mais écoutez, vous avez dit ce que vous aviez à dire. Moi, je voudrais juste ce que traduit notre auditeur. Et là, pour le coup, les sondages le disent tout le temps, c'est la méfiance. Et la méfiance, et quand je dis méfiance, je unitote à l'égard du pouvoir politique comme à l'égard du pouvoir médiatique. Et aujourd'hui, à l'égard du pouvoir médical. Hein, parce que c'était très clair dans les propos de votre auditeur. Oui. Ouais. J'entends sa colère, j'entends cette désespérance sur un pays qui a chuté ces 50 dernières années. Après, moi, ce que j'aimerais lui répondre en tant que journaliste, c'est que je ne suis pas éditorialiste, je ne suis pas chroniqueur. Je vais pas dire pour qui je vote, parce que, je pars du principe que tout le monde s'en moque. Moi, mon boulot, et ce qu'on a essayé de faire dans ce livre, c'est pas de pousser la candidature de l'un ou de dégommer la candidature de l'autre, c'est juste essayer de aller sur le terrain, rencontrer les gens, rencontrer les entourages des uns et des autres, essayer de décrypter une stratégie, la mettre en perspective pour apporter du factuel. Alors évidemment l'objectivité pure est une utopie, mais en essayant de faire une somme de subjectivité, arriver à un traitement honnête de l'actualité. Et alors voilà, ça peut paraître, mais c'est précieux aussi. Oui, c'est précieux parce que ça permet d'éclairer les choses. Et là où je comprends aussi ce genre de déclaration, c'est vrai qu'on est dans un moment où entre journaliste qui va faire son travail et qui va aller chercher qui va à la recherche des faits pour mettre en perspective, mais qui est pas là pour donner son opinion personnelle. Parce et éditorialiste qui meuble les plateaux. Voilà, parce que tout le monde s'en moque. Et l'éditorialiste qui est là pour lui être un leader d'opinion, ce qui a un travail important aussi. C'est vrai que parfois il est difficile de faire la différence entre l'un et l'autre. Oui, mais nous, on est clairement... ce livre s'inscrit dans la première catégorie, c'est-à-dire on n'est pas là pour donner un avis tranché, on est là pour essayer modestement d'apporter des éléments d'éclairage et de mettre en perspective des faits pour que nos lecteurs fassent leur opinion. Alors c'est bien que vous l'avez dit juste, François-Xavier Bourmont, on vous redonne la parole juste après ça. Simplement une petite pause et on se retrouve. Absolument, on va continuer à vous répondre. Jean-Noël au 0826 300 300 et vous continuez à nous appeler sur ce duel Macron-Le Pen. Vous avez vu, on fait des réponses et on prend le temps sur Sud Radio. À tout de suite. Et vous continuez à nous appeler au 0826 300 300 et on continue cet entretien. On avait un auditeur juste avant, Jean-Noël, qui nous avait posé une large question sur la frontière entre journalisme et éditorialiste. Alors François-Xavier Bourmont, à propos de cette espèce de méfiance et de tout est joué qu'avait notre auditeur. Oui, c'est sans doute de notre responsabilité si on n'arrive pas à expliquer la différence entre le travail de journaliste sur le terrain et le travail de commentateur, chroniqueur, éditorialiste qui commente l'actualité. Il y a une image que j'utilise assez souvent, c'est celle du football. Vous vous souvenez du match France-Irlande 2008 où Thierry Henry qualifie la France en marquant un but de la main pour la Coupe du Monde de 2008. Vous vous souvenez de cette scène-là? Bon, dans les tribunes, il y a les commentateurs qui ont hurlé, qui ont tout de suite commenté. Et sur le terrain, il y a le caméraman qui a filmé la main. Vous vous souvenez s'il était français ou irlandais? Le caméraman qui a filmé la main de Thierry Henry. Il était français ou il était irlandais? Personne n'en sait rien. Parce que son rôle, c'était de s'effacer derrière l'image qui revoyait aux téléspectateurs. Nous, c'est pareil. On doit s'effacer derrière ce qu'on raconte. On montre le terrain, on montre le terrain de jeu. On a un angle de vue, on est positionné à un certain endroit, on essaie de les multiplier pour avoir une vision globale de l'ensemble. Et après, il y a les commentateurs en tribune, les éditorialistes, qui commentent les images qu'on a rapportées. Mais nous, on est là pour s'effacer. Eh ben écoutez, c'est une image fidèle. Il y en a qui ne s'effacent pas puisqu'ils nous appellent au 0826 300 300 et nous allons à Paris avec Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Oui, bonjour Marie-Claire. Bonjour à vous tous.
Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur précédent, mais au niveau politique, je voulais dire comment vous imaginez l'embarras des Français, enfin de tous les gens qui vont voter aujourd'hui. Vous savez, les réseaux sociaux, tout ça, il y a du bon, il y a du mauvais, mais il y a du bon quand même. Parce qu'aujourd'hui, on découvre tout ce qui a été fait. Comment peut-on donner une crédibilité à tous ces anciens politiques qui ont été là pendant 40 ans, qui ont cautionné les malversations, notamment de Jean-Claude Gaudin, hein? Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe à Marseille, bon, bah, il a été 3 jours à Marseille, le président. C'est pas bien grave, hein? Mais en attendant, on sait ce qui se passe à Marseille, on peut pas tout lui mettre sur le dos, mais il y a quand même tout un tas de politiques de gauche et de droite qui savaient tout ça, tout ce qui se passait à Marseille, hein? On se doutait bien que Gaston Defferre, même on peut remonter jusqu'à Gaston Defferre, les Guérini, les Docker qui étaient sous la CGT, tout ça, mais tout ça, tous les politiques qui étaient au pouvoir, ils n'ont jamais rien dit, ils ont cautionné tout ça. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui les Français puissent avoir confiance dans un politique qui est là depuis 40 ans ? Moi, je sais pas, c'est impossible. Il y avait quelqu'un qui a dit au président, un jeune homme, je sais plus si c'est un jeune homme, enfin, oui, je crois que c'est un jeune homme qui a dit, mais il faudrait que l'on soit au courant, qu'il y ait une traçabilité derrière l'argent qui est subventionné. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que quand on nous dit, comme m'a dit l'autre jour Jean Castex, on va injecter, je sais pas combien de millions dans la police ou je sais pas quoi. Mais ce qu'on veut, c'est savoir comment sont dépensés ces millions. Je vous l'ai déjà dit, monsieur Berkoff, rappelez-vous quand Roselyne Bachelot avait dit en 2008, je vais injecter à travers de ce qu'on appelle le plan hôpital 2012, 10 milliards d'euros d'investissement pour rénover et réhabiliter. C'est l'argent des contribuables. Comment ils ont été dispatchés ces 10 milliards? Les ARS. On en revient toujours au même. On est copropriétaire de la Maison France, on veut savoir où passe effectivement. Bien sûr. Alors, voyez, moi, je pense qu'il y en a peut-être une, et pourtant elle est dans le système depuis longtemps. C'est peut-être Valérie Pécresse, parce que Valérie Pécresse, elle a un bilan quand même bien positif au niveau de la région Île-de-France. Elle a remonté cette région, c'est très bien les dettes qu'il y avait quand elle est arrivée là. Écoutez, mais je vous entends effectivement, Marie-Claire. Je crois que le problème, il est posé, de la méfiance envers les politiques. Et vous avez raison de rappeler que ça ne date pas de Macron, que ça date d'il y a au moins 40 ans. Et effectivement, il est là le problème. Mais juste la question, et on va continuer avec vous, est-ce que l'abstention est une solution? Je ne crois pas du tout. Je crois vraiment qu'il faut... Alors vous allez me dire, oui, mais si on ne sait pas pour qui voter, tous se valent, etc. Non, il faut arrêter avec le tous pourri. Il faut voter peut-être pour le moins pire, j'en sais rien. Mais il faut aller voter, je ne le répéterai jamais assez. Sinon, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Merci. Et ne vous abstenez pas de nous appeler au 0826 300 300, puisqu'on part à Carcassonne avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour Jérôme. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Sud Radio. Oui, bonjour. On vous écoute, Jérôme. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, alors Très moi, bien. Je voulais juste réagir par rapport à ce sondage-là, Macron-Le Pen. C'est un des sondages qui m'énerve le plus quand je le vois ou quand je le lis dans les médias. Je suis déjà en train de me dire que c'est les médias qui vont déjà prétexter le second tour. C'est eux qui vont faire encore l'élection présidentielle. Et je trouve ça dommage parce que, bon, évidemment, ça influence les gens. Hein, donc, ils ont une responsabilité là-dedans. Et je trouve qu'on devrait les interdire, les sondages, tout simplement, à la veille des présidentielles, les interdire ou à les donner au service public, mais pas des intérêts privés. Enfin, voilà, ça devient... Moi, j'ai jamais été sondé, par exemple. Jamais. Ouais, moi non toute plus. ma vie, on m'a jamais appelé pour... Oui, mais ça concerne beaucoup de monde en plus. Ouais. Personne n'est appelé, on ne sait pas qui c'est qu'ils appellent. Peut-être les mêmes. Ou alors ils font leur sondage au sein de leur institut. Mais c'est vraiment énervant, ce sondage. Et j'invite vraiment, moi, tous les Français à aller voter, comme vous le disiez. Mais pour un petit candidat, cette fois-ci. Hein, on sait que les grands candidats qui font toujours les 20 et 30, ils font toujours que de la merde, excusez-moi, hein, parlons vrai. Alors que les petits candidats, on leur a jamais fait confiance. Et moi, je voterai pour un petit candidat, les moins de 5%. Et je pense que c'est la solution, elle viendra d'eux. Voilà. Bah écoutez, c'est une proposition, en tout cas c'est votre proposition, et il est bon en tout cas que toutes les propositions soient données. Mais c'est vrai, on revient toujours à la même chose, hein. La méfiance, mais c'est vrai que sur les sondages,
Moi, je trouve aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, évidemment, les sondages, ça nourrit, bien sûr, hein, ça nous donne de l'avoine. On commente les sondages, on fait des trucs sur les sondages. Moi, j'ai toujours été très, je dois dire, pas méfiant, mais très éloigné. Et je trouve qu'on devrait avoir, je ne sais pas ce que vous en pensez, une période d'avant les élections où effectivement les sondages devraient s'arrêter. Parce qu'après tout, on ne peut pas dire que les sondages n'influencent pas. Ils influencent, et vous le savez très bien, on le sait tous. Et c'est pas qu'ils manipulent, mais ils influencent. Et quand tous les jours, du matin au soir, on entend des sondages un peu partout, forcément, c'est la persuasion clandestine et ça joue. Est-ce que ça ne devrait pas, pour le bon soin de la démocratie, défendons-la encore, celle-là, hein, le moins pire des systèmes, est-ce qu'on ne devrait pas arrêter les sondages quelques mois ou quelques semaines, vraiment complètement avant les élections ? Écoutez, je ne sais pas, c'est l'avis de chacun. Après, faut laisser aux sondages la qualité qu'ils ont et qui est quand même qui est assez bornée. C'est-à-dire que c'est juste une photographie à un moment donné de l'état de l'opinion sur tel. Oui. Bon, alors déjà un sondage unique ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est quand on en met plusieurs les uns à côté des autres, ça donne une dynamique et ça nous permet de voir. Là, ce qui est intéressant, si vous voulez, dans les sondages qu'on met en exergue dans notre livre, c'est que c'est quand même c'est quasiment inédit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul sondage depuis la dernière élection présidentielle qui ne donne pas Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête. Et si vous voulez, c'est pas un récit médiatique. C'est pas parce que c'est pas une légende urbaine. On l'a pas tiré on n'a pas tiré. Bon tiens, on va jeter les noms des candidats dans l'escalier, et puis il y a Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui tombent, donc on va faire des sondages toutes les semaines. Bon, si vous voulez, il y a aussi, moi, ce que j'entends votre auditeur, moi je trouve qu'il y a aussi une dimension de paresse démocratique. Il faut le dire. Voilà, si les gens s'intéressent suffisamment peu au débat public pour forger leur opinion uniquement sur des sondages et non sur les programmes et non sur la parole des différents porte-parole des partis, s'ils ne vont pas au meeting, s'ils ne s'intéressent pas à la chose publique et qu'ils attendent le Parisien, le Figaro ou qu'ils écoutent Sud Radio pour savoir qui a le plus de chances de gagner pour avoir une chance de voter pour le gagnant, écoutez, excusez-moi, mais ils ont la classe politique qu'ils méritent. Bon. Alors, oui, peut-être une précision sur les sondages. Les sondages sont interdits en période électorale. Ça commence tard peut-être, mais il n'y a plus le droit de publier des sondages à partir du vendredi avant le scrutin. Oui, il y a une forme. Ça, c'est 3 jours avant. Alors, c'est peut-être un peu tard, mais il y a une forme d'interdiction. Ouais. Il y a un journal concurrent du nôtre, Le Parisien, qui avait choisi de ne pas publier de sondage pendant la dernière élection présidentielle. Et là, ils reviennent sur cette décision, ils vont en republier pour une raison qui me semble assez pertinente. Enfin, nous, on commente les sondages pour une raison qui me semble assez évidente, c'est que c'est un instrument sur lequel s'appuient les politiques pour orienter leur stratégie. Ouais. À partir du moment où c'est... À partir de cet instrument, vous regardez la réaction des politiques. Voilà, si cet instrument fait partie de l'élaboration de la stratégie politique de tel ou tel candidat, autant en parler plutôt que de se cacher les yeux et de faire comme s'il n'existait pas. Merci à Marie-Claire et Jérôme de nous avoir appelés au 0826 300 300. On vous donne la parole jusqu'à 14h et on continue cet entretien tout de suite. Et nous sommes toujours avec les deux journalistes du Figaro, François-Xavier Bourmeau et Charles Sapin, auteurs de ce livre Macron-Le Pen, le tango des fossoyeurs. C'est évidemment aux éditions de l'Archipel. Et vous êtes là aussi pour répondre aux questions de nos auditeurs. Et nous sommes avec Jean-Claude de l'Essonne qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour Jean-Claude. Bonjour Sud Radio, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à vous journalistes que je ne connais pas mais que j'écoute. Je vais vous poser une question qui est très simple, très simple. Là on est en train de se projeter sur 2022 et les médias, les sondages bien évidemment nous reproposent un même scénario. Je vais juste poser une question. Oui. Toute simple. Nous sommes en démocratie, nous sommes dans une république. Est-ce que vous ne croyez pas que si le vote était obligatoire, donc ça veut dire que les sondages ne représentent plus rien. Les gens doivent se déplacer. Ils peuvent voter blanc, ils peuvent voter qui ils veulent. Oui, avec reconnaissance du vote blanc, bien sûr. Alors, vous êtes d'accord. Si on fait un vote obligatoire, Monsieur Berkoff, c'est vrai, il faut prendre en compte le vote blanc. Voilà. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'on ne serait pas là en train de supputer encore en septembre 2021 et dire, est-ce qu'on va retrouver le même scénario? Ce ne sont pas des pièces de théâtre. Moi, j'ai l'impression qu'il faut un petit peu donner un coup de pied, excusez-moi l'expression, au cul un petit peu des citoyens. J'en fais partie. On paye nos impôts. Eh ben, on doit voter.
et ça doit être obligatoire, comme dans certains pays. Alors moi, personnellement, je parle à titre personnel, je suis 100% d'accord avec vous. Je suis pour le vote obligatoire, je l'ai dit ici, je l'ai écrit ailleurs, donc on est d'accord. Qu'en pensent Charles Sapin et François-Xavier Bourmeau, si vous avez des avis, hein. C'est avis de citoyen, là, parce que c'est pas en tant que journaliste qu'on vous... Moi, quand j'entends vote obligatoire, je pense à application pratique. Donc déjà, première chose, comment on s'assure que chaque citoyen va voter. On lui met un policier chez lui qui va le chercher le matin et qui l'emmène au bureau de vote. S'il n'y va pas, comment on le sanctionne? Qui dit obligation dit sanction. Donc ça pose un nombre de questions pratiques qui est quand même un petit peu compliqué. Non, ensuite, pardon, policier, non, et juste un mot là-dessus. Quand vous dites ça, d'accord, mais on peut dire simplement, comme étant la Belgique pratique le vote obligatoire, et les citoyens sont sanctionnés à une amende. On ne va pas le mettre en prison, mais il y a une amende. Et puis vote blanc, non, un petit mot pour le vote blanc. Je suis très mal à l'aise avec cette idée de reconnaissance du vote blanc parce que le vote blanc n'exprime rien et tout à la fois. Et donc le vote blanc est illisible. Est-ce que c'est une colère? Est-ce que c'est une absence d'idée? Est-ce que c'est parce que le candidat n'était pas là? Donc on ne sait pas ce que ça veut dire le vote blanc. C'est vrai, ça donc si le vote est obligatoire, peut s'abstenir, mais voter blanc et comptabiliser le vote blanc, je ne vois pas à quoi ça sert, quelle est l'utilité. Le vote blanc était considéré que si vous, dans l'offre politique que vous aviez, personne ne correspond à ce que vous attendez. Oui, mais vous demandez quoi? Vous mettez un petit mot. Non, mais c'est une vraie question. Et pour revenir juste à l'intervention de Jean-Claude, il a également posé la question des abstentionnistes. Est-ce que s'ils revenaient aux urnes, imaginons avec un vote obligatoire, est-ce que ça rebattrait les cartes de ce duel? Totalement. De ce duel, ça j'en sais rien. Je suis pas oracle, mais non, mais ce qui est intéressant, en général, voilà, les deux questions se fondent en une. Moi, j'ai pas d'avis tranché sur le vote obligatoire. Je me pose la question. Et je trouve les arguments intéressants. Pourquoi? Parce que on l'a vu, notamment, on le voit d'ailleurs beaucoup plus aux élections locales où il y a moins de participation. On l'a vu au municipal et au régional. Si vous voulez, c'est toujours les mêmes classes de population qui vont voter, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait du Covid, qu'il n'y en ait pas. C'est les retraités, c'est des classes socio-professionnelles supérieures. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas représentatifs de la société. Et c'est vrai que quand ce sont des personnes du troisième âge ou retraités qui votent en masse et qui du coup ont un poids dans les urnes disproportionné par rapport à la représentation dans le pays pour des décisions politiques qui vont avoir des effets à 20-30 ans, c'est-à-dire quand même pour des classes plus jeunes, c'est vrai que c'est une question qui se pose. Maintenant, je le rappelle juste, là c'est vraiment, pour le coup, c'est de la sociologie électorale, on l'a vu aussi au régional, là l'abstention, on dit souvent l'abstention profite aux extrêmes, bon, c'est faux. On l'a vu au régional, on l'a vu, dès qu'il y a de l'abstention, si vous voulez, les premières catégories de la population qui s'abstiennent, ce sont les catégories populaires, et ce sont les jeunes, qui sont deux catégories qui votent majoritairement pour le Rassemblement national. C'est pour ça que dès que vous avez un climat d'abstention, parce que c'est du Covid, parce qu'il y a un désintérêt pour les élections, parce que voilà, et finalement, le premier parti à décrocher, c'est le Rassemblement national. D'autres auditeurs, absolument, au 0826 300 300. Après Jean-Claude qui nous appelait de l'Essonne, nous avons Christophe qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour à tout le monde. On vous écoute. Moi je voulais simplement réagir parce que on nous sert un petit peu tout le temps la même chose, la peste ou le choléra. Il faut pas oublier que ce soit la peste ou le choléra, les deux sont pas bons. Donc moi je me demande comment ça se fait que d'année en année on a toujours la même chose avec Sarkozy, avec Hollande, avec Macron. La seule chose que moi je note et je retiens, c'est chacun il a ses torts, chacun il a ses qualités, mais moi je vois quand même que Madame Le Pen est toujours pour la citoyenneté et que je trouve que ce qui manque dans notre pays c'est la citoyenneté. Quand je vois des jeunes de 22, 23 ans qui sont sans aucune ressource, quand je vois des gens de plus de 70 ans qui font les poubelles, je me pose vraiment des questions sur notre pays. Et quand on nous rabâche à la télé qu'il faut être solidaire avec les autres pays, je pense que quand même il faudrait déjà être solidaire avec nos propres citoyens, c'est-à-dire les Français. Donc je suis un petit peu triste de tout cela. Quand j'entends que Macron va encore passer, j'aimerais quand même signaler que ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir, 5 ans que
un bordel monstre, excusez-moi l'expression. Hein, et le bordel, on nous en montre que 10%, puisque bien entendu, ça ne passe pas aux médias, ça ne passe pas à la télé. Donc je pense que si ce pays revote pour Macron, écoutez, je crois qu'il n'y a plus rien à faire du tout, hein, puisqu'on a déjà vu qu'il privatise tout. Hein, on a déjà vu qu'on ferme les hôpitaux les uns derrière les autres. À mon avis, quand il n'y aura plus qu'un hôpital en France, comme ça, ils seront tranquilles. Tous les jours, les états d'urgence seront au maximum. Donc voilà, je voulais simplement dire cela, parce que je trouve que toujours le Rassemblement national, on le critique, mais vous voyez, ce midi, je regardais la télé, on parle d'un jeune qui s'est fait prendre pour stupéfiant et dont on expulse sa famille. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu normal. On en a parlé, oui, on en a parlé ce matin. Quand on fait intervenir des intervenants, c'est des intervenants du Rassemblement national. Donc là, pour prendre leur dire, on est d'accord. Hein. Là, on fait passer des gens du Rassemblement national. Mais dès qu'on parle du Rassemblement national, alors là, tout de suite, c'est ceci, c'est cela. Moi, je crois qu'il faut laisser il faut laisser aussi les occasions aux gens de montrer ce qu'ils valent, parce que je crois que tous les politiques sont passés les uns derrière les autres, nous ont montré ce qu'ils valaient, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc moi, je vais vous dire honnêtement, je ne suis pas spécialement pour Le Pen, mais j'aimerais voir ce qu'elle ferait, si elle serait en place. Et je pense que vis-à-vis de ce qui a été fait jusqu'à présent, on ne craignerait pas grand-chose. Écoutez, voilà. Christophe, vous avez exprimé votre opinion et c'est tout à fait légitime, comme tous les auditeurs de Sud Radio. Et en fait, c'est très simple et on l'a résumé. Et on résume, je rappelle que vraiment c'est un livre à lire, Macron-Le Pen, le tango des fossoyeurs. Je ne sais pas si c'est ce tango qui dansera au second tour. En tout cas, rappelez-vous, qui votera verra. Et vous nous avez appelé très nombreux au 0826 300 300. On espère qu'on pourra danser également demain sur Sud Radio avec vous, André. Vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube. On a évidemment parlé de ce livre-là, mais on a aussi parlé de cette mère de délinquants expulsée à Nice avec notre invitée, la maître Florence Roy. À demain.